They tell me you want to be a picture maker. Picture maker. Why? Être une fiction face à une autre fiction, des petits morceaux de film. Je suis un film. Ça marche. Oh, ça marche bien. Le jeune est tourné vers l'avenir. Mais aujourd'hui, l'avenir ne se tourne plus vers le jeune. La photographie, c'est la vérité. Et le cinéma, c'est 24 fois la vérité par seconde. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Tu es là, Peter. Allez, jeunesse! One more time! Bonjour et bienvenue sur Passage, le podcast du Ciné-Club de La Talente. Ici, discussion, interviews et anecdotes sur le monde du cinéma. Bonjour et bienvenue dans cet épisode 2. Je suis Carole et je suis aujourd'hui en compagnie de Guillaume. Et nous avons décidé de vous parler du film Riddle of Fire qui va sortir prochainement au cinéma. Le film Riddle of Fire est le premier long métrage de Weston Razuli. Il a également écrit, produit et joué dans le film. On suit 3 jeunes enfants aux allures de cow-boys modernes, armés de fusils de paintball et se déplaçant en motocross. Hazel, Alice et Jody souhaitent jouer à un nouveau jeu vidéo, mais la mère d'Hazel et Jody a mis un code sur la télévision. Et elle ne leur donnera le code que s'ils lui amènent une tarte à la myrtille. Dans cette aventure épique, qui nous rappelle à la fois Tom Sawyer et les Goonies, les enfants vont faire des rencontres qui vont changer leur vie. Alors on a droit à un beau mélange de genres, on part du western, on va passer à la fantasy en passant par l'aventure imprégnée de comédie. C'est une espèce de fable épique, enfant mutant des Goonies qui rencontrent la légende de Zelda en voyage avec Donjons et Dragons, c'est très précis. Le tout est tourné sur pellicule, donc ça nous renvoie au film estampillé en bleed. Et donc ces films des 80s sont cités de manière assez explicite par les antagonistes, qui sont un rassemblement de malfrats menaçants et un brin incompétent. Et donc le réalisateur, il a fait dérouler son film à notre époque, ce qui va permettre de découvrir un visage bucolique de la campagne américaine, qui est plus généralement le théâtre d'une démonstration de liberté, souvent dans des road trips, et non de la beauté, ce qui est le cas ici. C'est un élément qui va aller avec l'évolution du récit et des personnages. Par exemple, dans le premier acte, cette campagne américaine n'est pas encore cette ode à l'émerveillement qu'elle va devenir par la suite lorsqu'ils partent dans la montagne. Pour moi, j'ai trouvé plusieurs dualités. Et donc la première, c'est les adultes qui vont se comporter plus comme des enfants, qu'ils ont un but et ils vont chercher à l'atteindre, mais ils vont pas trop se poser de questions parce qu'ils sont dans leur vie d'adulte, parce que ils ont peut-être aussi plus de facilité à obtenir les choses que les enfants. Ils ont de l'argent aussi, donc ils peuvent se procurer les choses plus facilement. Ce qui fait qu'ils n'amènent pas à se poser trop de questions. Après, la question de l'argent est quand même vachement accessoire pendant tout le film. C'est-à-dire qu'à aucun moment ils vont parler du fait qu'ils n'ont pas d'argent parce qu'ils arrivent très bien à se débrouiller sans. C'est ce que je disais, c'est pour ça qu'ils se comportent comme des enfants. C'est-à-dire qu'eux, ils peuvent aller simplement à leur objectif en fait. Et aussi, ils se comportent pas comme des enfants parce que ils profitent des enfants. C'est vrai que les adultes de ce film sont entre guillemets les méchants si on veut aller à une façon très, très simplifiée. Et aussi, les enfants du film, on va voir que même en rencontrant d'autres enfants, ils vont toujours s'entraider. Là où les adultes vont jouer un peu les uns contre les autres à certains moments, les enfants, ils se connaissent à peine et... Ils vont être moins sincères dans leurs interactions, les adultes. Ouais, c'est ça, exactement. Et ouais, alors que les enfants, ils vont tout de suite comprendre ce dont ont besoin les autres enfants et ils vont s'entraider sans trop se poser de questions. Et je trouve que cette dualité aussi, cette différence de comportement à ce niveau-là est assez intéressante dans le film. La seconde dualité que j'ai remarquée, c'est que en fait, le film est tourné en pellicule. Et c'est très important parce que c'est ce qui permet de construire, entre guillemets, l'univers dans lequel va s'ancrer le film, que ce soit par les couleurs, les grains, l'ambiance. Ça nous fait vraiment penser un peu à des jeux vidéo. Et Weston Razuli a dit tourner en numérique aurait tué la magie et la suspension d'incrédulité. Et c'est vrai que je trouve qu'on est vraiment très habitué aux films fantastiques et magiques qui sont tournés avec nos méthodes actuelles. Mais d'avoir cette méthode ancienne, ça permet de se plonger dans un autre monde dans lequel on s'est projeté, je trouve, plus facilement.
Et ce charme-là, ça met dans un monde un peu imaginaire. Ce qui est apporté par cet effet tourné à la pellicule, c'est un peu une divergence avec la technologie qui est dans le film. Parce que les enfants, ils ont très clairement des téléphones portables de dernier cri dont ils se servent de détecteurs. Justement, le fait d'avoir tourné en pellicule là va nous renvoyer aux 80s avec des films en blind, et je pense que c'est surtout pour ça qu'il a dû faire ça. Le film, je l'ai trouvé globalement très accessible parce que, comme je te l'ai dit, ça ressemble à du jeu. Et donc, ça va pouvoir nous permettre de mélanger le récit enfantin et la fantasy. Et en fait, pour faire une petite comparaison, en 2023, il y a eu le film Donjons et Dragons qui est sorti, et c'était une très bonne comédie d'aventure. Ça fait quelques années qu'on n'en avait pas une comme ça. Et je trouve que Riddle of Fire, ça reste un meilleur Donjons et Dragons parce que on n'est pas sur un univers préexistant, c'est-à-dire que Razouli a fait vraiment son univers, a fait son film en s'inspirant des choses qui l'ont fait grandir. C'est un côté quand même très Jumanji, la façon dont ça a été tourné, l'histoire, tout ça. Ça nous renvoie un peu à ce moment où on a des enfants qui jouent à un truc d'enfant, qui va prendre des grandes proportions, et en plus de ça, qui, à l'époque de Jumanji, ne se repose sur rien d'autre, sur pas grand chose en fait, si ce n'est son concept et Robin Williams à l'époque. Mais en tout cas, les enfants sont pas connus et ils jouent bien. Parce que ce sont des enfants juste qui jouent des enfants en fait. C'est ce qui est pas mal. Là où souvent on voit des enfants acteurs aux États-Unis qui déjà vont jouer comme s'ils étaient à moitié adultes. Moi, je vais vous parler d'un personnage secondaire que j'ai trouvé très intéressant, qui est le personnage du chasseur. Alors, je l'appelle le personnage du chasseur parce que effectivement, les personnages de ce film sont pas forcément caractérisés par leur prénom. Enfin, du moins, on s'en souvient pas par leur prénom. Un peu comme les enfants, en fait. On va juste se souvenir, lui, c'est le chasseur, elle, c'est la sorcière. Et donc moi, le personnage du chasseur, il m'a beaucoup marqué parce que il est pas unidimensionnel, c'est-à-dire que au début, on le voit comme le méchant qui laisse pas les enfants prendre l'ingrédient qui leur manque. Le vilain Bouli. Ouais, mais en même temps, à un moment dans le film, il se retrouve face à un conflit moral. Alors ce conflit, il a l'air quand même assez inconscient, mais on sent que il est un peu emprisonné dans sa situation de vie qu'il a probablement choisie, mais qu'il est en rébellion avec ça et qu'il essaye de se sortir de ça et qui a une réflexion profonde. C'est un personnage qui vraiment... c'est l'un des personnages adultes qui va réfléchir le plus dans ce film-là. Peut-être inconsciemment, c'est vrai, mais qui quand même va essayer de sortir de ces chaînes, de cette espèce d'emprise sous laquelle il est. Et puis je trouve que en tant qu'adulte ou jeune adulte, on peut un peu s'identifier à ce personnage-là parce que on essaye de faire les choses bien, mais parfois on est sous l'emprise et on essaye de s'en sortir de tout ça, quoi. Et du coup, c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé ce personnage-là parce que il essaye de sortir de sa bulle, mais en même temps c'est pas facile et il essaye de se construire ou de se reconstruire. C'est-à-dire que les antagonistes sont très menaçants, ils ne sont pas désincarnés ou même faussement complexes, ce sont vraiment des méchants. Et en revanche, peut-être que ils sont peut-être un peu trop incompétents pour réellement être menaçants. Enfin, c'est un truc qui m'a un peu dérangé. Et apparemment, peut-être qu'ils sont souvent aussi trop monolithiques. Le chasseur, enfin, je suis pas trop d'accord avec ce que dit Carole à propos du chasseur, c'est-à-dire que certes, celui qui a le plus de relief parmi les méchants, mais genre quand il va avoir un dilemme, il va pas se dire comment est-ce que je peux soit faire une chose qui va aller dans le sens de mes potes, soit aller faire une chose qui pourrait moi me racheter. Et ce qu'il va se dire, c'est soit je vais dans le sens de mes potes, soit j'essaye de tout faire pour que ma peine soit amoindrie. C'est une vision très différente du personnage, mais je trouve qu'elle est pas incohérente complètement avec ce que j'ai dit. Après, d'autres petits points noirs, c'est pour moi, je trouve le dernier acte c'est un peu trop long. Il abuse de rebondissements en série. Et on a un stade du récit où on quitte même la fable. Autre défaut, c'est peut-être pour moi un problème qui est trop personnel, mais comme il s'inspire de jeux comme Zelda à l'époque du 16 bits, donc A Link to the Past, et donc d'une période muette du jeu vidéo, le film est trop verbeux. Beaucoup dans l'explication, et c'est bien sur un médium muet, quand on a beaucoup de cartons texte, comme le jeu vidéo, à l'époque où c'était encore du 16 bits, ou même aujourd'hui sur du jeu vidéo indépendant qui n'a pas le budget d'avoir des doubleurs. Et on a de beaux décors, et c'est un peu dommage que la narration ne soit que très rarement exclusivement visuelle. Et donc, pour résumer, Riddle of Fire, c'est
très bon, je pense que je le reverrai, j'ai beaucoup aimé. Ce qui paraît être une histoire d'aventure, comme on en a déjà vu plein, avec une fin simple et sans réelle morale ou explication, nous permet de nous rendre compte que les enfants, peu importe les aventures qu'ils peuvent vivre, restent avant tout des enfants et profitent des bonheurs simples de la vie. Alors après, peut-être ultime bon point pour moi, c'est que comme le film est 100% original, les personnages sont très bien caractérisés, l'univers aussi, ce qui fait qu'on est très vite dans le flow, on est très vite dans le film et on est plus empathique envers les personnages. Par exemple, un dialogue sur une amourette enfantine, voilà, c'est un truc qui ne m'est pas étranger. Retrouvez le mardi 23 avril au cinéma La Talente une séance spéciale jeux vidéo créée par le réalisateur à 17h30, suivie de la projection du film. Sur ce, je vous dis au revoir. Pour cet épisode 2, on va vous parler du film Apollonia Apollonia de Léa Glob, une réalisatrice danoise. Elle filme la peintre Apollonia Sokol sur 13 années qui vont petit à petit se muer en une épopée intime et sinueuse. Celle d'une jeune femme artiste, depuis sa vie de bohème jusqu'à son ascension dans le milieu de l'art contemporain, en passant par ses études aux Beaux-Arts. Mais en miroir, ce sont aussi les destins d'Oksana Shashko, l'une des fondatrices des Femen, et de la réalisatrice qui se dessine une sororité à trois faces à l'épreuve du monde d'aujourd'hui. Oui, en parlant de sororité, c'est vrai que moi, ce qui m'a de prime d'abord marqué dans le film, c'est vraiment ce travail de la caméra. Et c'est vrai que je suis assez admirative du soin porté à cet équilibre entre la proximité et à la fois respect de l'intimité. C'est un axe qui traverse tout le film, tant dans le fond que dans la forme. Et donc, forcément, en parlant de ça, j'ai envie de parler du travail de l'image qui nous confronte au female gaze, qui est donc en opposition au male gaze, a été popularisé en France par Iris Bray. Et elle le définit comme un regard qui donne une subjectivité au personnage féminin, permettant ainsi au spectateur et à la spectatrice de ressentir l'expérience de l'héroïne sans pour autant s'identifier à elle. C'est finalement un autre regard sur le cinéma et sur les personnages. Dans Apollonia Apollonia, on assiste à un croisement entre trois vies, trois femmes, trois récits féministes qui brisent les tabous chacune à leur manière. On a Apollonia et son ascension dans le monde de l'art contemporain qui est quand même composé encore aujourd'hui essentiellement d'hommes. On a aussi Oksana qui est une de ses meilleures amies, qui est cofondatrice des Femen et qui est exilée en France depuis 2013. On le voit dans le film, elle a de plus en plus de mal à composer avec notre société et plus particulièrement le patriarcat qui lui a laissé des blessures morales mais aussi physiques. Enfin, moi je sais pas toi mais c'est quelque chose qui m'a vachement marqué. Oui, tout à fait, en particulier ses poignets qui n'ont jamais guéri. Et finalement il y a Léa Glob qui est donc la réalisatrice qui vient ajouter son histoire à l'histoire des femmes qu'elle filme. Quand elle frôle la mort après son accouchement, il y a quand même 36 opérations chirurgicales, c'est énorme. Le plan en miroir fait donc passer Léa Glob devant la caméra pour produire des images durant sa convalescence qui illustrent un échange épistolaire. Dans le titre Apollonia Apollonia, il y a cette idée de l'Apollonia d'aujourd'hui et celle de maintenant, mais aussi cette idée de prénom miroir, comme ces histoires qui se reflètent les unes dans les autres. En revenant au female gaze, on note aussi la bienveillance et le traitement de la nudité et de la sexualité, qui est à la fois cru mais jamais voyeur. Il y a une acceptation totale du corps pour ce qu'il est. Léa Glob le dit dans une interview, ce film est allé au-delà des tabous et a dans le procédé bouleversé les siens. Je pense et j'espère que ce film provoquera le même effet chez les spectatrices. On parle en particulier du thème du dépassement de soi, que je trouve vachement intéressant. Un moment clé du film, le passage où elle signe un contrat avec un investisseur et marchand d'art américain qui lui impose de faire une dizaine de tableaux par mois, ce qui demande une volonté quand même quasi surhumaine et une certaine volonté de faire les choses à fond. On voit que Apollonia s'y donne par passion. On peut aussi noter l'idée de ne pas vouloir d'enfant parce qu'elle n'a jamais voulu d'enfant pour se consacrer à son travail d'artiste, qui est quand même un point très important du film. Parlant de ça, c'est vrai que avoir une femme qui décide de ne pas avoir d'enfant et qui décide de se donner corps et âme à sa carrière, c'est quand même quelque chose qui aujourd'hui n'est pas forcément toujours bien vu. De plus en plus, l'art devient sa vie et sa vie devient de l'art. Tout à fait, c'est très inspirant, c'est une idée de vivre à fond pour ce qu'on aime finalement. Et c'est ne pas se confronter à ce que la société veut de nous en général. Ici, du coup, celle de fonder une famille et devoir y consacrer une partie de sa vie. Dans l'idée de ne pas se préoccuper des normes sociétales, je tiens à me référer à un documentaire que j'aime beaucoup, The Ballad of Genesis and Lady J, de Marie Lozier, qui est sorti en 2011,
auquel je vais revenir un peu par la suite, sur l'artiste britannique Genesis Breer-Peoridge et sa compagne Lady J qui ont procédé à des opérations chirurgicales afin de se ressembler l'une à l'autre. Il faut noter que durant toute sa vie, Genesis a fait en sorte de supprimer tout ce que le monde lui impose, souvent de façon très extrême, allant même jusqu'à changer de nom 2 fois pour se réapproprier son identité. On voit, en tout cas, je trouve une autre similitude, c'est qu'il y a aussi une volonté pour Apollonia, Oksana et même Léa de tout déconstruire et en fait reconstruire un nouveau monde. Et c'est vraiment ce truc de, on veut plus rentrer dans des cases. Au début, elle essaye, voilà, quand elle va à Los Angeles et tout, de rentrer dans les cases qui sont faites par le marché. Mais finalement, elle se rend compte qu'en fait, elle a envie d'en créer des nouvelles. Et je pense que c'est la même chose dans le documentaire dont tu parles. Comme dit auparavant, elle a dû presque se tuer à la tâche au profit de ce même marché. Ça revient à dire que ce n'est plus qu'une question de chiffre d'affaires et de nombre de tableaux créés. Et dans ce cas, plus de qualité de travail ainsi que d'intérêt pour la personnalité artistique d'Apollonia Sokol. Oui, voilà, on voit vraiment qu'il y a une sorte un peu comme d'usine à artistes. Enfin, c'est assez flagrant, je trouve, dans le film, en tout cas, ce passage à Los Angeles, d'avoir vraiment, enfin, ils sont tous et toutes dans des box, et il y a vraiment ce truc d'aspirer un peu toute leur créativité. C'est assez impressionnant à voir. Enfin, je pense même pour elle, tu as une sorte d'excitation libératrice, en même temps, tu as une sorte de désespoir grandissant, parce que est-ce que tu pourras toujours arriver là où on t'attend? Est-ce que tu vas réussir à arriver là? Une réflexion sur le fait d'être une femme dans le milieu de l'art et le fait de se construire aussi en tant que femme. Léa Globe, dans ce film, fait vraiment un portrait de comment on devient artiste. C'est ce que tu disais, c'est hyper inspirant. Et c'est vraiment à contrario de faire le portrait d'une artiste ou d'un artiste déjà établi. On le voit ça beaucoup. On voit la naissance d'une artiste et on sait que, par exemple, une artiste femme, l'âge moyen auquel elle devient connue, c'est 80 ans. Ce qui est absolument aberrant. D'autant que Apollonia est quand même filmée sur plusieurs années. Pour préciser le nombre d'années, c'est quand même 13 ans. Et en l'espace de 13 ans, beaucoup d'événements changent au cours d'une vie. Ce qui est quand même assez fou, je trouve, de filmer tout ça. D'accepter de se laisser filmer alors que notre travail est en constante évolution et notre personnalité également. Une vulnérabilité, ça nous fait vraiment cadeau, je pense, à toutes les femmes et à toutes les minorités, à toutes les personnes en règle générale qui veulent être artistes. C'est super d'avoir accès à cette sorte de journal qui s'écrit. En parlant du temps, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous a tous les deux assez marqués. C'est quand même une très longue temporalité. C'est justement un point que j'ai trouvé un petit peu dommage, car le temps n'est pas précisé au fur et à mesure que le film avance. Il n'y a pas de marqueur temporel. C'est assez déroutant. C'est assez déroutant, tout à fait. On voit pas que le temps passe, en fait. Et pour moi, c'est un point quand même assez dommage. C'est vrai qu'en parlant de temps passe, il y a forcément une myriade d'événements qui se déroulent dans ce film. C'est vraiment, on assiste du début de leur vingtaine jusqu'à la moitié de leur trentaine, donc c'est très long. Et il y a notamment un événement tragique qui se passe dans le film. Un événement qui est quand même très important pour Apollonia. Le documentaire auquel je parlais tout à l'heure, The Ballad of Genesis and Lady J. Pour faire un rapprochement, ce sont 2 documentaires d'artistes filmés sur plusieurs années et dans lesquels on voit les protagonistes souffrir du deuil d'une personne proche. Dans The Ballad of Genesis and Lady J, le début du film parle de la personne morte au passé. Pour le ou la spectatrice non renseignée, c'est une explication directe sur le fait qu'elle ne soit plus de ce monde. Et le doc en fit finalement presque un hommage. Dans Apollonia, nous l'apprenons qu'à la fin, ce qui peut paraître, dans mon ressenti, un peu bref. Malgré tout, la volonté de la réalisatrice était sans doute de rester le plus intimiste possible, sans remonter le documentaire pour y faire allusion. Ce qui est un geste que je trouve respectable. Par rapport à ça, j'étais déjà au courant en arrivant, on va dire, dans le film, mais c'est vrai que je me suis tout de suite mise à la place de Léa. Comment est-ce que tu gères ça ? Il y a cette question de la surprise. Comment tu réagis face à un tel événement ? Comment tu places ta caméra ? Si je me mettais à la place de Léa Globe, la réalisatrice, en fait, je sais pas quoi faire. Je ne saurais pas réagir. Et je pense qu'à ce moment-là, en tout cas, c'est mon ressenti à moi, la caméra, elle passe en second plan et l'humain, il passe devant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je vois tout à fait. Comme tu dis, dans ce super documentaire de Marie Lausier, le sujet du décès est traité d'une manière totalement différente. Oui, tout à fait. Ouais, et c'est assez beau de voir ces portraits d'artistes et de voir ces différents regards de femmes, pour le couple tous les deux des réalisatrices, sur ces sujets-là.
Apollonia est un film qui m'a beaucoup marqué, déjà parce que je connaissais en amont le travail d'Apollonia Sokol. Je connaissais aussi son importance et son ascension dans le milieu de la peinture figurative contemporaine, qui a une jeunesse, on brise les codes, et comme on le voit dans le film, on brise les tabous. C'est rafraîchissant à voir. Voilà, donc moi, c'est un film qui m'a bouleversée. C'est vraiment une source d'inspiration de voir le travail d'une artiste pendant 13 ans. C'est aussi assez magique, aussi assez rare. C'est vraiment pour moi un bijou du film documentaire, et je pense peut changer le regard et les destins des nouvelles femmes peintres. C'est quelque chose dont on a besoin, c'est la représentation dont on a besoin aujourd'hui. Moi, je trouve ça assez beau. Alors moi, pour ma part, j'aime beaucoup les documentaires d'artistes. C'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'aime beaucoup découvrir des artistes à partir de documentaires, et Apollonia n'a pas dérogé à la règle. On se retrouvera le jeudi 18 avril à 18h30 où certains membres du Ciné Club feront une présentation d'Apollonia, voilà, juste avant l'avant-première du film. Donc voilà, j'espère vous voir là-bas et en discuter avec vous. Tenez, je vais vous poser des questions et vous allez me répondre. Bonjour Nicolas Peduzzi, bienvenue au cinéma La Talente à Bayonne. On est ravis de vous recevoir aujourd'hui pour parler de votre dernier film État limite qui sort en salle le 1er mai. Je vais commencer par me présenter rapidement. Je m'appelle Malika et je fais partie du Ciné Club de La Talente. Maintenant, je vais vous demander à vous de vous présenter et un peu nous expliquer votre parcours et ce qui vous a amené ici à produire de tels films, notamment des documentaires. Alors, je m'appelle Nicolas Peduzzi, je suis réalisateur. J'ai pas fait d'études de cinéma vraiment. J'ai commencé à m'intéresser au théâtre, plus que de l'autre côté, donc comme comédien. J'ai toujours eu un attrait pour ce qui est la réalisation. Donc j'ai fait des petits courts-métrages avec des amis, avec de la famille, autoproduits, etc., que je montrerai pas parce que c'était des choses qui m'ont permis d'apprendre un peu. Et finalement, en rencontrant, en fait, je vivais aux États-Unis à l'époque, et en rencontrant des personnes, des lieux, une géographie, j'ai envie de m'intéresser au documentaire et au réel. Et voilà, et le documentaire, je trouve que ça donne une liberté quand même assez incroyable par rapport à la fiction, une liberté d'expression, une liberté aussi de production, quand on peut être restreint. Il y a un côté artisanal qui me plaît beaucoup dans le documentaire. Donc votre dernier documentaire qui s'appelle État limite, on suit la vie de Jamal Abdelkader, qui est le seul médecin formé en psychiatrie, donc qui gère tous les services de l'hôpital. Vous racontez d'ailleurs que c'est notamment cette rencontre qui vous a donné envie de poursuivre le film et Jamal Abdelkader par la même occasion. Puisqu'on est dans un système un peu psychiatrique, on va continuer sur cette lancée avec une approche un peu différente. On va vous présenter des photos de votre film. On va vous demander de nous dire un peu ce que ça vous évoque, pourquoi telle photo et les souvenirs que vous en avez. Donc on va commencer avec cette première photo où on a un cercle lumineux avec plein d'affiches urgence en grève. On aimerait que vous nous expliquiez pourquoi cette photo dans le film. Alors ça, c'était des petits stickers qui étaient un tout petit peu partout à l'intérieur des urgences. Et en fait, c'était un peu un résidu des grèves qui avaient eu lieu avant le Covid. Donc il y avait déjà un mouvement quand même social très fort juste avant le Covid de la part des soignants, et il y avait un espoir en fait qui avait été aussi perçu par Jamal avant le Covid, par plein d'autres infirmières, aides-soignants, aides-soignantes, etc., médecins et tout le monde. Il y avait une espèce de cohésion qui a été ensuite un peu éteinte, cassée aussi par le Covid. Ça, c'était quelque chose qui pour moi restait un peu comme un espèce de, pas une ruine, mais quelque chose qui était là un peu partout. On voyait ces petits stickers comme une étincelle en fait d'une cohésion qui pouvait avoir lieu entre tous les soignants. Un rappel de quelque chose qui est là, qui est présent, qui est sous-jacent. Et donc après, moi j'ai commencé à filmer à la fin du Covid. J'ai commencé par filmer des soignants en service, pas en psychiatrie, donc plutôt vraiment en service dans l'hôpital, parce que c'est un hôpital gigantesque, en service des pathologies. Et en fait, au fur et à mesure, au bout de 2 mois, c'était un peu compliqué de filmer dans des pathologies, etc. C'était des situations graves. Et je rencontre Jamal, et ça, c'était un peu partout. Ces stickers, c'était là comme un rappel, quoi. D'accord. C'est hyper intéressant parce qu'en plus, au début du film, on s'attend pas forcément à une recherche esthétique parce qu'on se dit que le film veut montrer la réalité sans l'embellir, et puis au final, on est surpris par certaines photos, notamment celle-ci qui, moi, pour le coup, m'a vraiment marqué, donc c'est pour ça que j'ai voulu en parler avec vous. Pourquoi ce choix d'inclure des photos dans un documentaire ? Est-ce que on prend pas le risque aussi d'embellir une chose qui est finalement réelle ?
En fait, ça s'est fait un tout petit peu aussi pareil par des envies, des affinités, la proximité avec ma mère qui est photographe, l'envie de travailler avec elle, que ça soit un peu un film collectif d'une certaine façon, que elle comme elle avait passé vraiment du temps à l'intérieur de Beaujon avec mon père qui avait été transplanté, donc elle était tout le temps là-bas, et c'est un hôpital qui moi m'avait marqué aussi par son architecture. Je trouvais que c'était bien d'avoir des moments avec elle qui soient un petit photomontage à l'intérieur du film et qui permettent de sortir du côté aussi de tout ce qui se passe sur le moment, quelque chose un peu intemporel, qui dézoome un peu sur ce qui se passe. Et donc c'est vrai que c'était un peu bizarre, j'ai mis du temps avant de décider vraiment d'accepter ces photos et de les intégrer au montage. J'ai essayé au début et finalement elles ont trouvé leur place en fait, mais après, plus tard quoi. Ou sinon l'idée c'était de faire quelque chose à côté, tu vois, du film et aussi d'avoir un point de vue différent du mien quoi, sur l'hôpital. Ça nous permet aussi de sortir de certaines situations où des fois on pouvait pas vraiment filmer, aussi pour prendre du recul quoi, sur certains moments un peu durs. Donc pour continuer dans les images, là on n'est pas sur une photo qui a été prise vraiment pour être ajoutée au film, c'est une photo qui moi m'est restée en tête, qui m'a amené à me questionner sur la portée de ce plan-là. La scène du début où on voit l'aide-soignante de dos avec son tatouage, qui est en plus de ça accompagnée d'une musique plus que dynamique, très techno, très rythmée. Pourquoi commencer le film sur un plan pareil, avec une musique pareille, ce tatouage, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, ça c'est Romain, c'est un des aides-soignants qui est pas mal dans le film aussi. Un des protagonistes du film en fait, qui avait ce bouton qui m'a tout de suite marqué parce que aussi ça représentait quelque chose de notre société aujourd'hui quoi. Et lui c'était une façon d'ironiser ça, de se l'approprier et donc pour moi c'était assez évident que cette déambulation de lui avec son corps qui a l'air quand même fatigué, qui a une espèce de... Je sais pas, il me fait penser à ce moment-là, on sent qu'il y a une fatigue, qui porte un poids de quelque chose et il y a ce bouton on and off qui est un clin d'œil un peu à la façon dont on utilise les corps aujourd'hui, la façon dont le capitalisme abuse de ces corps-là et il joue avec ça. La musique, pareil, c'est vraiment des rencontres. Par hasard, j'ai rencontré Jamal à un concert de Casual Gabber, c'est le premier morceau. Et je me suis dit, en fait, Jamal, c'est un mec qui écoute de la musique tout le temps. Romain, c'est un peu un teuffer aussi. Il y a ce côté-là très musical. Et ça me disait quelque chose aussi de l'état d'esprit des lieux à ce moment-là. En plein Covid, il y a un espèce de truc pas possible, quoi, quand même. Et donc, pour commencer le film, je me suis pas mal battu parce que ma productrice, mon monteur voulait pas. Ce truc-là, ils se sont dit, c'est un peu too much et tout. Mais en fait, je voulais assumer aussi ce côté un peu fort au début, quoi, un peu presque provocateur. C'est vrai qu'il y a beaucoup de chapelles dans le milieu du documentaire, des gens qui te disent moi je mets pas de musique sur un hôpital, etc. Moi j'ai des amis qui sont venus faire tu peux pas mettre de la musique sur un hôpital. En fait non, parce que les jeunes qu'on filme, les gens ils sont tout le temps en train d'écouter de la musique et tout, et je me suis dit pourquoi en fait être aussi austère quoi, alors qu'on filme un hôpital, un choix un peu radical. C'est vrai que c'est intéressant aussi parce qu'on comprend direct que en fait, cette musique elle n'est pas anodine, qu'elle représente un état limite et que tout ce fouillis, ce bazar, c'est un peu aussi ce qui se passe dans la tête du soignant et du médecin. D'ailleurs on sait que cette musique c'est une musique qu'ils écoutaient ensemble. Je trouve que l'image et la musique renvoient direct à une certaine ambiance où on va pas forcément pouvoir prévoir ce qui va se passer ensuite, mais on sait déjà que les personnes qui sont filmées sont dans un état limite. On va enchaîner avec une dernière photo qui m'a beaucoup marqué et qui je pense vous a beaucoup marqué aussi parce qu'elle est en affiche quand on clique sur la bande-annonce du film. Donc c'est la photo de Jamal Abdelkader qui est au téléphone et qui a un regard très puissant. Ouais. Moi, le premier truc qui m'a marqué chez Jamal, c'est son regard qui est un mélange entre quelque chose de fougueux de temps en temps, mais en même temps d'une extrême douceur. Dès qu'il est en train de faire ce qu'il aime, en fait, c'est son métier, dès qu'il reçoit les gens, il y a un truc qui s'apaise, il y a vraiment quelque chose d'incarné. Et là, je sens un peu cette douceur aussi dans ce regard-là. Et la première fois que je l'avais rencontré, Jamal, il m'a embrouillé, il m'a dit qu'est-ce que tu pensais que j'étais un journaliste, il m'a dit mais qu'est-ce que vous voulez, qui êtes-vous, et on est devenus assez potes. Et c'est vrai que ce regard-là, quand il est avec ses patients en fait, ou quand il parle avec ses patients, il y a quelque chose que j'ai vu chez lui à l'hôpital, mais que j'ai vu chez d'autres, chez Lara, chez Romain, très très habité quoi.
On sent qu'en fait ils aiment vraiment ce qu'ils font et qu'il suffirait de pas énormément de plus pour pouvoir les accompagner, quoi, les aider à faire ça. Tout à fait, c'est un regard rempli de douceur, mais j'y vois aussi un peu de détresse. On est au milieu du film à ce moment-là, donc le film, vous l'avez tourné sur une longue durée. Est-ce qu'on ne voit pas ici déjà le début de cet état limite chez Jamal Abdelkader ? Je l'ai trouvé dans une extrême solitude. Moi, c'est ça qui m'a beaucoup touché, quoi. C'est qu'il est tout le temps tout seul. Et en fait, c'était vertigineux de se dire, en fait, cet hôpital-là, Beaujon, qui est un endroit hyper fort. Et de se rendre compte que notre société... Alors que Beaujon, c'est un hôpital d'excellence pour tout le reste. Tu vois, il y a des médecins super. Que notre société percevait de cette façon, en tout cas accueillait de cette façon-là les gens qui souffraient de santé mentale, parce que c'est quelque chose qui n'est pas rentable. Moi, ça a été un peu un choc, je le savais, parce que j'avais lu des choses, etc. Mais de le voir à ce point-là, à l'intérieur de l'hôpital, de voir que lui était au 15e étage, tout seul, dans un petit bureau, qu'en plus il devait former des internes, etc. Et de le voir balancé dans une solitude comme pareil, ça a fait part de la désillusion en fait du film, et aussi de son... Je pense qu'il s'est arrêté à temps, il a compris, mais il a frôlé vraiment un burn-out dangereux, quoi. C'est en ça qu'on voit vraiment un message d'espoir dans votre film, parce qu'on nous montre que c'est possible. C'est ce qu'il faut retenir, je pense. Il ne faut pas retenir tout l'aspect négatif où on voit des gens pas bien. Il faut voir des gens qui peuvent aller bien, mais il faut leur donner les moyens. Votre film est très beau. On vous remercie pour ce film. On vous remercie d'avoir été là et d'avoir accepté l'invitation, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Et parlez-en à tout le monde, 1er mai. Oui. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. C'était cool. That was awesome. Stop.